Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Du coup, j'ai tendu ma démission de la main gauche et ma carte de visite de la main droite en annonçant que j'allais monter mon entreprise et que s'il voulait faire appel à mes services, il fallait qu'il passe par l'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Mounir Jamaï, directeur général de la société française NRCI, spécialisée dans l'énergie appliquée aux infrastructures de transport, et de la société marocaine NR Solar, spécialisée dans le développement de solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. S'étant rendu compte qu'il avait atteint un plafond de verre dans son entreprise, Mounir n'a pas hésité et a décidé de se lancer à son propre compte. Mounir nous raconte son parcours et comment il est passé de salarié à entrepreneur. Il nous partage ses conseils pour réussir cette étape souvent difficile et nous parle de son investissement dans l'économie sociale et solidaire, notamment en Afrique. Quand j'avais des 4 et des 5 au collège en maths et quand je disais que je voulais être ingénieur, on me disait tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas ingénieur, va faire plutôt un BEP électrotech. Et par contre, en école d'ingénieur, j'avais 15 en mathématiques parce que c'était pas des AX plus B que je faisais comme je faisais au collège où c'était un peu nouveau, etc. Donc je suis quelqu'un vraiment j'ai besoin de toucher pour comprendre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mounir. Comme salam, rahmatullah. Comment est-ce que tu vas? De là et toi. Très bien, super. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Mounir, tu es expert en énergie ferroviaire, directeur général de l'entreprise NRCI et de NR Solar. Je te propose pour commencer de te présenter et de nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais, rapidement. Très bien. Donc, Mounir Jamaï. Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis spécialiste en énergie, donc appliqué à différents domaines, donc les infrastructures ferroviaires et aussi les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et donc, effectivement, je dirige deux sociétés. Donc, la société NRCI, qui a une filiale au Maroc aussi, et qui est basée en France, et la société NR Solar, qui est basée au Maroc. Donc, NRCI, c'est une société d'ingénierie sur laquelle, historiquement, on travaille sur les projets d'infrastructures ferroviaires, sur le volet énergétique. Et on s'est diversifié depuis 2016 sur les questions d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. J'ai monté la filiale en 2019 au Maroc, sur laquelle on fait une activité de recherche et développement. Et puis NR Solar, qui fait de l'installation photovoltaïque principalement au Maroc et de plus en plus en Afrique de l'Ouest, donc qui est basé au Maroc. D'accord. Donc tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur depuis du coup quelques années. Tu as lancé cette entreprise-là. C'est ça, depuis 2012. Ok. Pour comprendre un peu comment tu en es arrivé là, tu n'as pas toujours été entrepreneur. Avant ça, tu travaillais dans une filiale de la SNCF, il me semble, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce qui t'a emmené à travailler, à t'orienter vers le ferroviaire? Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de ton enfance? Dans quel contexte tu as grandi? Et puis on parlera après de ton éducation et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter dans ce domaine-là. D'accord. Je pense que c'est effectivement quelque chose que j'ai depuis que je suis gamin. Quand j'étais petit, je m'amusais à démonter les voitures que mon père m'achetait, les voitures télécommandées, je les remontais sur des planches en bois. Et donc, c'est au plus grand désarroi de ma mère. Et donc, j'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris, dans une petite cité de périphérie de Paris, dans le 13e. Et donc, j'ai une grande sœur, un petit frère. Et puis, comme je te disais, j'ai depuis toujours eu une appétence un peu pour la technologie, pour les robots, pour vraiment cet environnement-là. Et donc, il s'est manifesté dès la primaire. Et je faisais pas mal de petits montages électriques à l'époque avec des ampoules, des piles. Je me faisais mes propres interrupteurs avec des attaches parisiennes, des- un mot que les petits connaissent pas. Et, euh, et donc, et puis après, donc j'ai poursuivi donc mes études au collège, au lycée, dans le domaine de l'électrotechnique, en STI électrotech. Et puis à la fin de mon BTS, j'ai fait une licence en génie électrique et informatique industrielle. Et j'étais pressé de travailler. Du coup, j'ai commencé à travailler en tant que projeteur, dessinateur. Et j'ai préparé mon diplôme d'ingénieur en cours du soir, au CNAM. Donc ça faisait des grosses journées D'accord. pendant 3 à 4 ans. Donc debout à 7 heures du matin pour arriver tôt. Non, au bureau à 7 heures du matin pour pouvoir partir tôt, pardon. Pourquoi tu Et étais, puis, tu étais pressé de travailler? Tu as besoin d'argent, tu voulais payer ta voiture?
Ouais, exactement, pour être autonome le plus rapidement possible et Ouais, surtout pour pouvoir être à l'aise le plus rapidement possible OK. et puis, en définitive, voilà, ça faisait des grosses journées. Je commençais les cours à 18 heures, je terminais à 22 heures et ça quasiment tous les jours de la semaine et après, j'ai pour habitude de dire que j'étais pas le plus courageux dans cette histoire parce que j'avais mes camarades de cours étaient des gens qui, eux, pour le coup, avaient vraiment arrêté l'école pendant un certain temps, avaient commencé à travailler, étaient déjà papa, même des fois grand-père, et qui s'étaient remis à reprendre les cours. Donc, il y avait en plus une vie de famille. Alors, moi, à l'époque, j'étais encore moins, moins de ça, enfin, 23 ans, 22 ans. Ouais. Et du coup ouais, c'était un parcours assez enrichissant. Et ça m'a appris vraiment ça m'a appris à travailler, à développer vraiment les capacités de travail. Et d'ailleurs, ça, j'ai pu le voir à l'issue de mon diplôme d'ingénieur, à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. J'ai basculé, comme tu l'as dit, dans une filiale de la SNCF. Et durant les entretiens que j'ai eus, les différents entretiens, j'étais tombé face à deux types de recruteurs. Des recruteurs qui ne jurent que par les grandes écoles d'ingénieurs et les recruteurs qui voient un peu la capacité de travail et surtout, même des fois, qui sont passés par là, par les cours du soir, et qui savent le travail que ça représente de se lever le matin pour aller bosser et terminer tard le soir pour aller à l'école. Mmh. Donc, je suis tombé dans cet environnement-là. Donc, plutôt un environnement cheminot, une filiale de la SNCF, très bienveillante. Mmh. C'est un petit peu le monde des bisounours même. C'est très loin de certains milieux comme l'automobile ou autres, qui sont un peu plus concurrentiels, on va dire, un peu moins sympathiques dans l'état d'esprit. Et donc là, dans cette filiale, je me suis beaucoup épanoui, j'ai beaucoup appris, donc notamment sur la partie de tout ce qui est du domaine de l'infrastructure. Et donc j'y suis resté de 2008 jusqu'à fin 2011. Mmh. Et en fait, j'ai senti, bon, il y avait une fusion qui s'opérait avec un grand groupe, le groupe Sistra, qui est aussi en partie filiale de la SNCF. Et j'avais senti qu'il y avait, que j'allais difficilement pouvoir, entre guillemets, grimper les échelons. C'était une demande que j'avais de ma part, hein, de pouvoir monter une petite cellule, un petit bureau énergie au sein de l'entreprise, pouvoir la développer plus qu'elle ne l'était déjà. Mais j'ai senti vraiment que ça cognait quelque part, hein, Ouais. ce qu'on peut appeler communément le fameux plafond de verre. Comment est-ce que tu l'as vu ça, en fait? On te le disait clairement ou tu voyais juste que Non, on ne me le disait pas forcément clairement. Après, bon, c'est surtout des questions de management individuel. C'était peut-être le manager que j'avais à l'époque qui n'était pas le bon, qui avait pas forcément ces envies-là, mais c'était son N plus un aussi. Donc j'ai senti vraiment, bon, ne donnait pas de perspective de progression, voilà, clairement? Voilà. exactement. Mmh. Du coup, bah, j'ai tendu ma démission de la main gauche et ma carte de visite de la main droite, en annonçant que j'allais monter mon entreprise et que s'il voulait faire appel à mes services, il fallait qu'il passe par l'entreprise. Donc, mon premier client, c'était cette entreprise-là. Si C'était, on peut juste bon, si on peut juste s'arrêter là, la réflexion de te lancer à ton propre compte, c'est quelque chose auquel tu réfléchissais, tu me disais, mais comment est-ce que tu l'as concrétisé en fait? Il y a beaucoup de personnes qui ont l'idée de se lancer à leur propre compte, mais c'est pas si facile. On t'a accompagné, tu connaissais des gens qui l'avaient fait. en fait, j'avais déjà un pied dedans. J'avais monté une boîte de production audiovisuelle. Je faisais pas mal de documentaires, je faisais enfin, surtout du documentaire. Et j'avais déjà un pied dedans dans l'entrepreneuriat à l'époque, donc j'étais Mhm. aussi en CDI salarié. Et puis, c'est une activité que j'avais en filigrane. Et puis après, c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête, de longue date, vraiment pouvoir me lancer à mon compte, etc. Et Ouais, par contre, effectivement, j'avais pas forcément les outils, j'avais pas forcément le cadre aussi. Et du coup, bah, j'ai dû beaucoup me renseigner sur Internet en amont. Et après, bah, je suis plutôt du genre à me lancer, puis après après à réfléchir, comme on dit. Et du coup, bah, je me suis lancé. tu Et j'ai connaissais eu la chance personne de. qui l'avait déjà fait, qui t'avait poussé à le faire. Non, non, vraiment, c'est quelque chose que j'avais vraiment, sur lequel j'avais envie. J'étais beaucoup du milieu associatif, avec beaucoup de prises d'initiative, beaucoup d'autonomie, etc. Du coup, c'est quelque chose que j'avais vraiment, pas dans le sang, mais voilà, qui me plaisait beaucoup. Et Ouais. par contre, donc, en montant l'entreprise, bah, j'ai eu la chance d'être accompagné par une association qui est basée à Choisy-le-Roi, qui s'appelle Espace pour entreprendre, et, Ok, et qui m'a beaucoup accompagné comment dire, la structuration, etc. Mais ouais, bon, c'était pas du coaching réellement, euh, émise par l'association, mais elle m'a permis d'avoir accès
des aides comment dire, des financements de formation. Donc, D'accord. j'ai eu le nom des dispositifs, ça date de 2012, je ne me rappelle plus trop, et je ne Mhm. suis pas sûr qu'ils existent encore, mais j'ai eu pas mal de formations qui ont été faites, hein, sur la communication, sur la comptabilité, etc. Donc, c'est des choses qui m'ont été beaucoup, beaucoup bénéfiques. Ok. Et j'ai eu aussi, bon, pas mal d'aides, enfin pas mal d'aides, oui, des petits prêts d'honneur, etc., je crois de Ouais. 5 000 euros, des trucs comme ça, mais qui aident pour démarrer. Et puis, bah, je me suis lancé sur les chapeaux de roue. J'ai eu un Ouais. carnet d'adresse, grâce à Dieu, qui était très, très plein, enfin, D'accord. avec pas mal de boulot. Donc, une très, très belle année. Et, Beaucoup plus que ce que tu attendais. et plus que ce que j'attendais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le démarrage était compliqué, dans le sens où, dans le domaine de l'ingénierie, tu fais ton offre, tu travailles, ça a des prestations qui peuvent durer 1, 2, 3 mois. Après, tu envoies ta facture et après, tu es payé. Et souvent, le paiement est même en retard. Ouais, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et du coup, à l'époque, je venais de me marier. Et du coup, bah, on a mangé des pâtes les premiers mois. Heureusement, j'avais ma femme Oui. qui aussi un peu participé, on va dire, aux frais du foyer, les premiers mois. Et après, bah, c'est monté crescendo. Tu t'étais donné genre une période, peut-être, allez, je me laisse un an, je me laisse une période pour tester, pour voir si ça marche. Même pas, même pas, non, parce que ça marchait. Mais c'est juste structurellement, Je t'ai même pas posé la bah, question. Je faut, te dis, j'y vais, ouais, puis non, on non, verra. oui, parce que je savais que enfin, il y avait du boulot en plus à l'époque, il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de travail dans le ferroviaire, des gros projets qui tombaient, etc. Donc je me suis même pas Mhm. posé la question. Dès le départ, j'ai très, très bien bossé. J'étais surchargé même. Et Mhm. j'avais des commandes en cours. Et j'attendais juste les facturations et les paiements. Donc Ouais, c'était juste une petite période tampon de 3, 4 mois, et ouais, qui était un peu délicate, on va dire, parce que en venant de se marier, comme tous les jeunes qui viennent de se marier, bah, il ne reste plus forcément grand-chose dans le compte en banque à la fin du mariage. Donc c'était ouais. un peu. Mais bon, c'était globalement, voilà, c'était un peu une petite période. Mais étant dans un secteur qui était porteur avec des débouchés, etc., je ne m'étais pas inquiété par rapport à ça. Donc je n'avais pas Mhm. l'appréhension que peuvent avoir certaines personnes qui souhaitent monter leur entreprise, sur lesquelles il y a peut-être plus d'investissement à faire, sur lesquelles il y a peut-être des rentrées d'argent hypothétiques. Là, Mhm. j'étais pas dans ce cas de figure-là. C'est vraiment quelque chose de très, très facilité, parce que voilà, j'avais un réseau, il y avait un manque aussi de compétences, qu'il y a toujours d'ailleurs. Et donc, j'étais vraiment sur un secteur de niche qui était très porteur. Et voilà, j'ai pas réellement eu de difficulté à Tu monter as, l'entreprise et à la démarrer. tu as cité le mot réseau. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui travaillent en entreprise et qui pensent à se lancer à leur propre compte? Mhm. Qu'est-ce qu'il faut préparer en amont? Le réseau, effectivement, tu as dit le mot-clé. Pour te dire, jusqu'à présent, depuis 2012, j'ai à peine prospecté. À peine prospecté. Je travaille qu'avec mon réseau. C'est mes anciens collègues de là où j'étais à l'époque qui ont bougé dans d'autres boîtes, qui m'alimentent en travail en disant, bah, tiens, lui il bosse, etc. On peut lui passer du boulot. Et c'était que ça. C'est entre guillemets, le travail qui tombe tout seul grâce au réseau. Après, le Mhm. réseau, ça s'entretient. C'est pas, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Là, je parle vraiment sur le secteur ferroviaire, ingénierie. Après, la prospection, elle a lieu sur les autres activités, donc notamment énergie renouvelable, efficacité énergétique. Là où, pour le coup, c'était vraiment de la prospection à fond. Mais les mots-clés, c'est à partir du moment où tu as une parole, où tu es droit, tu es compétent, et à partir de là, en général, ça suit tout seul. Et laisser toujours une bonne figure auprès des gens que tu rencontres. Euh, Ne jamais négliger un contact, une personne comment dire, qui ne va pas t'apporter du travail directement. Elle peut peut-être te recommander auprès de toute personne qui a un besoin énorme. Il n'y a pas de petit client. Un petit client, tu dois l'honorer comme un grand client. Il peut t'apporter peut-être demain un grand travail, ou te référencer auprès d'un client plus gros. Donc c'est vraiment, moi, c'est un peu ce dont, comment dire, la rigueur à laquelle je m'instreins, c'est Mhm. voilà, essayer d'être équitable, quelle que soit la personne, entre guillemets petit ou grand. Essayer d'être droit, avoir une parole, courtois, gentil, etc. C'est vraiment, je pense que tu sais, comment dire, euh, aujourd'hui, enfin, quand il y a quelqu'un qui te demande si, dire, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider pour ceci ou qui peut me faire cela, etc. Jamais va te venir l'idée de lui recommander quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui n'a pas de parole, parce que ça va te cramer toi-même. Donc, et si tu veux, donc voilà,
À partir du moment où tu essaies d'être le plus carré possible, Faut être impeccable. voilà, d'être propre, là, à partir de là, tu es facilement recommandable et tu es recommandé. Ouais. Donc le réseau, tu m'as dit que l'accompagnement, il t'a été assez utile, tu m'as dit avec du coup Espace pour entreprendre. On C'est t'accompagnait ça, à exactement. choisir la structure peut-être aussi, c'était un peu une prise de tête, Euh, ce genre de oui, choses, hein. c'était toute la partie un peu comptabilité, etc., toute la partie Ouais. type de structure, donc le B à bas, on va dire. Et, donc, moi, j'avais un peu de connaissances dessus parce que je m'étais renseigné, mais voilà, avoir comment dire, l'accord pas l'accord, mais la confirmation de personnes qui sont dedans tous les jours, c'est Mhm. toujours bénéfique. Donc, c'est vraiment aussi important d'essayer de se faire accompagner à la création de l'entreprise parce que quand on démarre une activité, on est préoccupé par le boulot et on voit pas forcément, on n'apprend pas forcément à prendre du recul pour voir la stratégie, pour voir les montages financiers, les montages juridiques, etc. Et c'est très, très, très important de pouvoir Ouais. justement se pencher dessus ou se faire accompagner dessus. Surtout qu'en général, il y a beaucoup d'aide au début. Souvent, on peut trouver beaucoup d'aide en France, principalement. Exactement. Et puis, le montage que tu fais au début, il a un impact sur les prochaines années. Après, c'est difficile ouais, ça peut avoir un gros impact financier après. Donc, c'est important. Exactement. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de prendre du recul, essayer de ne pas avoir la tête dans le guidon tout le temps, essayer de mettre pause, pouvoir voir un petit peu l'avenir, essayer vraiment de voir un petit peu loin Projeté. et faire bouger la stratégie. Je sais que par exemple, moi, comme je t'avais dit, j'ai commencé sur les chapeaux de roue. J'avais fait un très très bon résultat, pas mal de bénéfices, etc. Mais 2, 3 ans plus tard, j'ai divisé mon chiffre d'affaires par trois. Parce que la crise de 2008, qui avait impacté énormément de secteurs, a fini par impacter les projets d'infrastructure donc quelques années plus tard. Donc c'était à peu près en Mhm. 2013-2014. Après, il y a à partir de 2015 la chute du baril de pétrole qui a impacté aussi des pays comme l'Algérie, même d'autres pays de l'OPEP qui avaient beaucoup investi. Donc là a commencé un peu à diminuer l'activité. Et Ouais. heureusement que j'avais justement un matelas, que j'ai pas, comme dirait l'autre, j'ai pas tout cramé. Et donc j'ai pu diversifier un peu l'activité vraiment à ce moment-là sur la partie efficacité énergétique, énergie renouvelable. Mon domaine Mhm. étant l'énergie, donc là je l'appliquais jusqu'à présent sur le ferroviaire, mais j'ai pu l'appliquer voilà, sur d'autres secteurs. Et là, Ouais. j'ai commencé à faire de l'efficacité énergétique, dont on entend beaucoup parler maintenant en France, mais déjà depuis 2016. Et en plus, toujours des projets ferroviaires qui étaient moins récurrents, mais, euh, mais qui étaient toujours présents. Et puis, j'ai accompagné un peu cette diversification en créant mon entreprise au Maroc, donc d'installation photovoltaïque. Là, c'était donc ma première donc au Maroc, encore un autre environnement. Et là j'ai monté l'entreprise avec un ami. On n'était pas enfin, il n'était pas comment dire, il n'est pas au capital, il a sa propre entreprise. Et lui, il avait la volonté de se développer dans les énergies renouvelables. Du coup, il m'accompagnait, on va dire, sur le financement des modules, des onduleurs, des batteries, etc. On a développé notre propre marque, hein, la marque Bein Solar. Et puis, on a commencé un petit peu à travailler au Maroc. Donc là, j'ai été confronté à un autre monde, le monde de l'entrepreneuriat au Maroc, le monde des paiements incertains, le monde des retards au rendez-vous, etc. C'était vraiment quelque chose de particulier sur lequel il a fallu que je m'adapte. Mhm. Mais alhamdoulilah, donc j'ai pu embaucher donc, euh, euh, donc dès 2017. Au début, on avait beaucoup une activité de distribution. Et en définitive, les marges étant très petites et puis les paiements vraiment très, très incertains, on s'est finalement résigné à développer de l'activité installation. Là, pour le coup, on marge un peu plus. Et puis, et voilà. Donc après, l'idée, c'était un peu de ne pas faire comme tout le monde. C'était à l'époque où beaucoup d'entreprises s'installaient au Maroc dans les énergies renouvelables. Et l'idée, moi, je voulais pas faire du photovoltaïque comme toutes les autres entreprises. Donc, on a dès le départ commencé à proposer de l'innovation. On a été les premiers au Maroc à importer des modules de forte puissance. Donc, à l'époque, on n'entendait parler que des panneaux de 150 watts. Et là, on arrivait avec des panneaux 330 watts, 340 watts. Et là, pareil, j'ai été confronté un petit peu à la pédagogie avec les agriculteurs notamment, qui vont te demander combien coûte un panneau. Alors quand toi, tu leur sors un panneau
qui est 30% plus gros, forcément, il coûte 30% plus cher. Mais après, il faut lui expliquer qu'il produit plus et, en coût global, etc. Donc, ça permet de changer vraiment de paradigme par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Et ça permet vraiment de prendre. C'était un premier pas vraiment sur l'expertise africaine, on va dire, du business en Afrique, qui est vraiment différente, hein, du business en Europe en général. Et puis à partir de là, donc on a commencé à développer aussi des pergolas en bois avec l'artisanat marocain intégré, etc. Vraiment pas mal d'innovations. Et j'ai poursuivi cette innovation en, en créant donc une filiale de la société française, donc NRCI. J'ai créé NRCI Maroc en 2019, sur laquelle on a développé donc une activité recherche et développement. Et on a conçu un robot de nettoyage pour les centrales photovoltaïques qui est complètement autonome, intelligent et connecté. On a reçu le premier prix Cleantech Maroc financé par l'ONUDI, donc la branche développement industriel de l'ONU, donc en novembre 2019. Et donc j'ai commencé à embaucher des ingénieurs qui sortaient de l'école. Je les embauchais à l'issue de leur stage ou directement après l'obtention de leur diplôme. Donc on a monté une équipe R&D où le mot-clé vraiment c'est la valorisation des ressources. Où tu vois typiquement, je pense au jeune Oussama qui a fait son stage de fin d'études sur le robot de nettoyage. Je l'embauche à l'issue de son stage. 3 mois plus tard, le ministre de l'Énergie lui remet le premier prix énergie renouvelable. Et il finit par faire des interviews à la télévision marocaine, etc., pour parler du robot de nettoyage, etc. Donc, c'est vraiment valoriser les ressources. Et là, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire même avec l'équipe qui a grossi. Et à travers les autres projets qu'on développe, un projet en lien avec l'agritech, c'est des solutions qui permettent d'accompagner les agriculteurs sur la partie formation à travers une plateforme e-learning et la partie irrigation comment dire, des cultures, des parcelles, à travers une application de pilotage à distance de l'irrigation et intelligente aussi. Et après même sur une marketplace qu'on est en train de développer. Et pour finir, on a développé aussi une solution de comptage d'énergie connectée et intelligent qui fait des process d'efficacité énergétique en plus de compter l'énergie permettant la refacturation et autres. Et donc là, aujourd'hui, justement, ces solutions, elles sont parties à chaque fois d'expériences vécues, des problématiques réellement vécues, comme par exemple le robot nettoyage, comment on en a eu l'idée, en installant une centrale photovoltaïque dans la région d'Agadir pour une briqueterie, sur laquelle on a alerté le propriétaire qu'il y a beaucoup de poussière et qu'il fallait avoir un entretien récurrent des modules, des panneaux solaires, pardon. Et après, bon, il me l'a fait à la marocaine. Oui, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Le nettoyage, installe-moi la centrale. Donc, on lui a installé, ça marchait nickel, etc. Et en définitive, il m'appelle 2 mois plus tard en me disant que ça ne marche plus. Et quand tu vas voir sur place, tu vois que les panneaux sont complètement encrassés parce qu'il a un balai de camion toute la journée qui remue de la poussière, plus la carrière qu'il y a derrière qui ramène de la poussière. Là, tu lui expliques que Al-Hajj, et je t'avais dit, il faut nettoyer les panneaux de manière récurrente. Et il a commencé à le faire, mais c'était trop pour lui. Et voilà. Donc, du coup, c'était un peu la problématique qu'on avait rencontrée. Et là m'est venue justement l'idée de faire un robot de nettoyage pour les centrales photovoltaïques. Et après, pour la partie agritech, je me suis rendu compte, pareil, à travers nos clients agriculteurs, qui représentent 60%, 70% de notre chiffre d'affaires, qu'ils avaient tous les mêmes problématiques, qui étaient vraiment la défaillance des ressources humaines. Des gens qui sont souvent, soit ils sont en ville, ils vont avoir une formation en ville, ou ils vont être cadres en ville, etc., ou même à l'étranger, et qui ont leur ferme à la campagne. Ils vont très rarement, et pas suffisamment souvent, dans leur exploitation. Du coup, ils ont très très peu de visibilité sur ce qui se passe là-bas. Il peut y avoir du matériel en panne, de l'irrigation qui ne fonctionne pas, qui ne sera pas réparé, et ça impacte directement les rendements. Du coup, c'est des gens qui vont investir énormément d'argent qui n'ont pas de rendement, parce qu'il n'y a pas donc, comme je l'ai dit, une défaillance des ressources humaines, et surtout un manque de connaissances en agriculture, aussi bien la part des employés que de leur part à eux. Et du C'est pas coup, leur l'idée, domaine. c'était voilà, exactement. Du coup, l'idée, c'était de développer des outils digitalisés informatiques pour pouvoir justement les accompagner dedans. Donc là, c'est une activité qui démarre aussi sur les chapeaux de roue. C'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Et puis après, pour la partie comptage, c'était aussi des solutions donc, en lien avec l'efficacité énergétique, sur laquelle l'idée, c'était un peu de pouvoir mettre de l'expertise au sein d'une infrastructure, donc un boîtier qui est intelligent vraiment et qui permet de faire un peu le travail d'un auditeur
énergétique en temps réel et dans le temps. Oui. Donc, c'est un peu l'idée. Pour la dernière, ça va, c'est pour optimiser un peu la consommation d'énergie, réduire la consommation d'énergie dans les entreprises qui consomment pas mal d'énergie. Exactement. Ouais. Tu as commencé en fait en tant que consultant, il me semble. Enfin, c'était plutôt consultant quand tu t'es mis à ton compte. Et, Exactement. et petit à petit, en fait, tu as développé ton activité, tu as diversifié à travers des produits différents. Euh, et pourquoi tu as décidé de te diversifier? Tu n'es pas simplement resté consultant dans ton domaine, dans l'énergie ferroviaire? Parce que je pense qu'il y a, ça, c'est un état d'esprit. Ce qui me caractérise, c'est que j'arrive pas à tenir en place. Ouais. Et qu'en définitive, même là, quand j'étais consultant, au début, je me rappelle très bien, donc mon premier client, moi, je travaillais de chez moi. Après, très rapidement, j'étais pris sur d'autres gros projets sur lesquels j'étais en clientèle. Et en définitive, le fait d'être en clientèle, c'était une sécurité parce que ça me permettait d'avoir des contrats de plusieurs mois. Mais par contre, j'avais l'impression d'être salarié, clairement. Et c'était tout ce dont je voulais, enfin, je voulais me détacher de ça. Je prenais le métro le matin, j'allais à mon bureau, j'avais des collègues, j'avais juste pas le même contrat que les collègues. Mais tu avais plusieurs clients. Et par contre, oui, du coup, j'avais d'autres clients qui commençaient à tomber, que je travaillais le soir et le week-end. Du coup, c'était un peu délicat. Donc, très rapidement, moi, j'ai pris un bureau parce que j'arrivais pas à bosser de chez moi. J'ai pris un bureau et j'ai commencé à externaliser toutes les prestations, même les prestations sur lesquelles j'étais en clientèle. Bah, j'ai commencé à les externaliser, ce qui s'apparente aujourd'hui au télétravail, mais qui à l'époque était Ouais. quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Tu as engagé d'autres personnes pour faire le travail qu'on te demandait. Même pas. Je suis vraiment sur cette activité d'ingénierie pendant, jusqu'à 2000, jusqu'à 2019. J'ai embauché personne, c'est moi qui faisais la production, plus le développement des autres activités. Parce que j'avais du mal, d'une part, à trouver une ressource À euh, déléguer. Ouais. voilà, qui était adaptée, on va dire. Parce qu'il y a vraiment un manque, hein, dans ce domaine-là, encore aujourd'hui. Et puis, bah, voilà. Donc, c'était vraiment la principale cause. Et après, bah, j'ai commencé à développer donc, les activités, surtout au Maroc. Et j'ai commencé Hmm. beaucoup à embaucher au Maroc. Pourquoi le Là, Maroc? maintenant, parce que bon, c'est mon pays d'origine, d'une part. Ouais. Parce qu'il y a et surtout parce qu'il y avait un potentiel énergétique énorme. Mhm. Déjà en 2016, une grosse politique énergie renouvelable, euh, efficacité énergétique par la suite, et très très peu de compétences locales. Mhm. Du coup pareil, bah, la nature a horreur du vide, Hmm. donc je me suis engouffré dedans. Tu disais que tu travaillais la journée et le soir avec tes multiples clients. Comment est-ce que tu as trouvé le temps pour lancer l'activité au Maroc? Chronologiquement, quand j'ai monté l'activité au Maroc, c'était au moment où où l'activité en France diminuait. D'accord, ok. Donc Donc j'avais tu avais quand même plus de plus de temps. temps. Voilà, je Ok. passais quand même pas mal de temps, surtout quand j'ai commencé à embaucher là-bas. J'ai passé beaucoup de temps à former et former surtout au niveau du mindset. C'est les salariés que j'ai encore aujourd'hui, grâce à Dieu, qui sont complètement épanouis dans cette entreprise. Et, euh, et du coup, euh, et c'est surtout qu'ils sont aussi reconnaissants aussi de l'opportunité qui a été donnée, parce qu'au Maroc, il y a une problématique de management où le Hmm. manager, c'est avec le roi, c'est avec le boss. Ouais. Et les autres, c'est un peu les sous-fifres. C'est un peu malheureusement la mentalité qu'il y a beaucoup au Maroc. Et là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est impliquer, responsabiliser très, très, très vite mes différents salariés et leur donner beaucoup d'amplitude, beaucoup de responsabilités et valoriser aussi leur travail. Et ça, c'est Oui. une chose vraiment euh, que je me suis imposé aussi au Maroc, parce que déjà, c'est mon état d'esprit. Hmm. Et puis même sur d'autres choses, par exemple, tes gars arrivent au bureau le matin et qu'ils voient le patron en train de passer le balai ou en train de vider la poubelle. C'est ce genre de choses. C'est des choses qui, au Maroc, ça n'existe pas. Par Ouais. contre, voilà, Une hiérarchie. Hmm. ouais, mais là, moi, je le fais parce que je vois la poubelle qui est pleine, parce que le truc, parce qu'il y a un truc, etc. Mais après, eux-mêmes, ils vont s'astreindre à une, comment dire, à Une une rigueur, éthique. à quelque chose en disant, je le fais, pourquoi je le ferai pas? Et puis après, c'est un état d'esprit qui finit par s'immiscer dans l'entreprise. Et par exemple, je me rappelle, j'ai embauché mon premier gars, Hicham, au Maroc, et on n'avait encore jamais fait d'installation, et on commençait à faire les installations à ce moment-là. Du coup, je l'embauche, 2 jours plus tard, il arrive au bureau, il me voit en bleu de travail avec la caisse à outils, je lui dis, on va sur le chantier, on va installer une petite centrale à un couple de retraités à la campagne en périphérie de Rabat.
C'était vraiment de toute première installation, 3 panneaux, un petit onduleur, deux batteries. Et il me voit arriver donc en bleu de travail, etc. Et dans sa tête, il me l'a dit, mais comment ça se fait, le patron qui va tenir un tournevis, qui va monter des panneaux. Et je lui ai expliqué comment veux-tu que on vende et qu'on installe les panneaux si moi-même, je ne sais pas comment on les installe et comment on les monte, je n'ai pas été confronté aux problématiques du terrain. Et là, voilà, ça a fait comme un déclic dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il a développé vraiment son début de carrière. Et j'ai même une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'était une fois, donc on avait fait une installation, c'est il y a 2 ans peut-être. On a fait une installation à l'est du Maroc. Et le client était venu pour terminer de me payer. On est parti boire un café à côté du bureau. Et il me dit, Mounir, je veux te dire un truc. Euh, Hicham, il m'a choqué il y a 2 semaines là, durant le chantier. Je commence à moi, il m'a inquiété, mais comment ça? Il me dit, écoute, euh, Hicham, je l'ai vu, il était toujours aux petits soins avec les sous-traitants, etc. On avait fait appel à des installateurs. Il est toujours aux petits soins avec les sous-traitants, il est à leur service, etc., etc. Et cetera. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir au Maroc. Du coup, j'ai demandé à Hicham, j'ai dit, comment ça se fait que tu es au service de tes sous-traitants, etc. Pourquoi tu les laisses pas se débrouiller, ceci? Il me dit, écoute, et après, ce qu'il m'a raconté, il me dit, écoute, Aziz, il me dit, mon patron, il est à mon service. Du coup, je travaille comme si c'était ma société. Et mes sous-traitants, je suis à leur service et ils travaillent comme si c'était leur propre société. On travaille comme des frères. Et là, le client, ça lui a fait un déclic dans sa tête. Et il a compris aussi comment ça se fait que les choses se passaient aussi bien au sein de son chantier. Et qu'il y avait une synergie, justement, qu'il y avait les gars, voilà, ils restaient jusqu'à tard le soir, ils ont bouclé le boulot, ils balayaient à la fin, c'était propre, rien à dire. Très bien fait. Et ça, voilà. Et ça, bah, donc, lui-même était choqué. Pourtant, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, qui a fait toute sa carrière au Maroc, dans les télécommunications, etc. Il manage, il a vu des choses dans sa vie. Il m'a dit, j'ai jamais vu Hmm. ça au Maroc. Ouais. Et ça, toi, Il me dit, tu l'avais appris où, toi? C'était un choix personnel ou tu l'avais vu déjà et tu voyais que c'était non, quelque chose? c'est l'éducation déjà. C'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. C'est comment je vois comment depuis que je suis tout petit, je vois les parents au sein de la maison, le comportement de mon père avec ma mère, ma mère avec mon père, etc. C'est vraiment ça tu grandis avec, c'est une éducation. Hmm. Et même moi, au sein de mes recrutements, euh, euh, ce que- euh, donner de l'expertise, donner de la technique, donner de la science, ça c'est mon boulot. Donner une éducation à un salarié, c'est pas mon boulot. Du coup, ce que je mets en avant vraiment en premier, c'est le comportement, l'éducation de la personne, voir si cette Hmm. personne, voilà, elle est curieuse, si elle est bienveillante, etc. Parce que tu peux avoir une personne dans une entreprise qui peut te foutre en l'air la symbiose La synergie, tout ça. la synergie Hmm. que tu as créée pendant plusieurs années. Donc Hmm. vraiment, moi, ce que je mets en avant en priorité dans mes recrutements, c'est le comportement, c'est la bienveillance, sa personnalité. Après, la Hmm. science, ça se donne. La technique, ça se donne. C'est pas, Ouais. ça s'apprend. Et moi encore, j'en apprends tous les jours, et heureusement. Ouais. Et comment est-ce Et, que quand tu fais une interview, quand tu interviews quelqu'un, comment est-ce que tu vois ça? C'est difficile de voir bah, ça en quelques heures, une heure. c'est difficile, mais ça se remarque. Ça se remarque. Tu sais, tu poses des questions. Moi, je suis tombé sur des petites princesses, par exemple, qui jamais mettraient des chaussures de sécurité. Hmm. Tu vois, où je pose des questions sur des mises en situation. Ou même des petits princes, pareil, tu poses des questions, bah non, bah, tu sens vraiment que c'est pas dans leurs habitudes de faire voilà, les mises en situation que je propose, et ben, je vois que ça ne matche pas. Hmm. Ou c'est plusieurs dans le regard. Je sais pas, Dans c'est l'attitude. quelque chose que, voilà, peut-être l'expérience qui m'a appris à voir ce genre de choses. Mais voilà, mais c'est la base de mon recrutement. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu travailles toujours dans l'énergie ferroviaire ou tu as arrêté l'activité? Non, toujours, bien sûr, toujours, toujours. Et Donc tu as toujours tes clients en France. bien sûr, bien sûr. Et là, donc, au Maroc, j'ai recruté donc, au sein d'Enercy Maroc donc, des ressources pour de la R&D, mais aussi des ressources hein, pour la partie ferroviaire sur laquelle qui travaille sur ces projets-là. J'ai Mhm. embauché aussi en France aussi un petit peu. Et après, donc ça, toujours dans la diversification, on a continué un peu à se diversifier, donc notamment D'accord. sur l'Afrique de l'Ouest.
Et Ok. donc, j'ai un petit peu modifié, on va dire, les statuts de mon entreprise française, donc NRCI, donc, qui était, je le rappelle, une entreprise commerciale florissante, etc., grandissante. J'ai transformé en entreprise de l'économie sociale et solidaire en novembre dernier. Et j'ai même on a eu un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi? Parce que le virage que j'ai voulu prendre avec cette société, maintenant qu'on a acquis de l'expérience, maintenant qu'on a acquis de l'expertise, qu'on a développé des solutions technologiques, qu'on a déposé des brevets, c'est de pouvoir mettre toutes ces solutions au service des personnes les plus vulnérables. Typiquement, donc je te rappelle, bon, il y a le robot de nettoyage, il ne sera forcément pas concerné par par ce mode-là, mais les solutions de comptage et les solutions agritech, elles sont clairement concernées justement par ce virage. Et l'idée, c'est en fait, on a monté un programme qui s'appelle ASIWA, Autonomy with Solar Energy and Water in Africa. C'est un Mhm. programme qui permet de concourir au développement des populations rurales sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord à travers l'adduction en eau, l'électrification rurale et la formation. Donc, Ok. sur la partie électrification rurale, donc là aujourd'hui sur ce projet, sur ce programme, on a 7 villages pilotes sur lesquels on travaille, 5 au Mali, à l'ouest du Mali, et 2 au Burkina Faso. Ok. Et en fait, donc sur lesquels on va implémenter des centrales photovoltaïques avec un microgrid, Mhm. donc un réseau de distribution électrique dans les foyers d'éclairage public. On va implémenter on va faire des forages avec du pompage solaire. Et puis on développe donc toujours à travers la digitalisation des plateformes de e-learning pour la formation, notamment la formation agricole. Et à travers ça, par exemple, je vais te donner l'exemple de la partie pompage. C'est un système sur lequel, typiquement, dans les régions là-bas, il y a beaucoup de jardins partagés. Donc, où les femmes, les diagnostics qu'on a fait sur place, j'ai fait beaucoup de voyages sur place, je me suis rendu compte que les femmes, par exemple, elles vont passer 5 heures par jour dans les champs. C'est beaucoup elles qui travaillent dans les champs. Sur ces 5 heures par jour, il y a 4 heures qui sont dédiées à l'irrigation, sur lesquelles il y a un point d'eau, un robinet. Elles vont être 200 à 300 autour du robinet à faire la queue pour remplir la bassine. Après, le déverser dans leurs 16 mètres carrés, 20 mètres carrés de leur parcelle. Et après, elles vont retourner faire la queue, etc., etc. Et ça pendant 4 heures dans la journée. Donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, plus 1 heure de nettoyage. Du coup, en utilisant notre solution d'irrigation connectée, on va pouvoir complètement automatiser cette fonction d'irrigation et faire économiser 80% du temps à ces femmes-là, qu'elles vont pouvoir mettre au bénéfice d'une autre parcelle agricole, de la formation, s'occuper des enfants, se reposer, faire d'autres activités génératrices de revenus. Et, D'accord. et après, sur le volet électrification, on installe donc nos fameux compteurs connectés, le NR Counter, qui, en plus de faire du comptage, va permettre de faire de l'efficacité énergétique au sein des foyers. C'est-à-dire faire des Mhm. alertes dès qu'il y a des surconsommations. Et quand j'en parlais au gouvernement malien, avec lequel on a une convention en tant qu'opérateur d'électrification, il me disait, mais votre but, c'est de vendre de l'énergie ou de ne pas vendre? Comment ça? Pourquoi tu t'incites les gens à consommer moins? Et en fait, je leur ai expliqué que mon but, c'est pas vendre de l'énergie. Mon but, c'est de vendre de l'amélioration des conditions de vie des habitants. C'est-à-dire qu'à partir du moment Mhm. où les gens arrivent à être autonomes, moi, quand je leur demande de payer une facture d'électricité, ils vont pouvoir la payer. Parce que je les accompagne aussi sur les activités génératrices de revenus à travers la filière agricole, et qui est Oui. le gros de l'activité des populations rurales ouest-africaines. Et à partir de là, moi, ça me permet d'assurer le financement de mes centrales photovoltaïques. Donc, ça me fait, au niveau de la prise de risque, elle est moindre. Donc, au niveau du prix du kilowattheure, ça se ressent. Parce que moi, je fais appel à des investisseurs, eux qui vont se dire que je vais surévaluer un petit peu on va dire la valeur de, de l'investissement parce qu'il y a un grand risque de non-paiement. À partir du moment où on arrive à diminuer ce risque de non-paiement à travers l'accompagnement, ça permet entre guillemets d'avoir de l'argent moins cher pour Oui. pouvoir financer, d'avoir des investisseurs qui peuvent se contenter de rendements plus faibles en sachant que le paiement est garanti du fait de l'accompagnement. Et moi, en même temps, ça me permet aussi de pouvoir me rémunérer sur d'autres prestations win-win, des prestations win-win que je fais avec les différents bénéficiaires. Oui. Dans l'entreprise, en fait, elles n'ont pas à vocation à enrichir spécialement. Tu sais d'avoir de l'impact, en fait. En fait, effectivement, tu vois, quand j'ai transformé la société NRC en entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'article premier,
c'est que l'entreprise a un autre but que le partage des bénéfices. Donc, en gros, ça veut dire que mon entreprise que j'ai créée avec la sueur de mon fonds, demain, je fais 1 million de dividendes, je ne peux pas les partager. Je ne peux pas les récupérer. Je dois les réinvestir dans des projets. Et donc, c'est un peu une vision un petit peu, entre guillemets, éthique que j'ai du business. Après, ça ne m'empêche pas de bien vivre. Ça n'empêche pas de développer d'autres activités qui vont être lucratives, hein, pour le coup. Mais c'est de pouvoir, comment dire, sur l'activité de cette entreprise-là, pouvoir proposer un service, une prestation qui a pour premier but de concourir au développement. Après, ce n'est pas de la charité, c'est du business win-win avec des partenaires du Sud, mais sur lesquels je rends accessible des technologies. Aujourd'hui, Oui, des solutions comme les miennes, il y a d'autres startups qui sont en train de les monter ou qui les montent, qui ont su valoriser ça des millions et qui font des solutions qui sont accessibles qu'à des grands groupes, qu'à des grands comptes, parce oui, qu'il y a de grands frais derrière. Après, moi, j'ai changé de paradigme sur lequel je développe beaucoup sur l'activité R&D au Maroc et j'ai un modèle économique qui me permet d'être rentable aussi, d'être viable et qui permet de rendre accessible surtout ces technologies à des personnes qui n'en auraient pas forcément l'accès. oui. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'orienter vers. Tu as dit que tu as effectué un virage il y a quoi, il y a 2 ans? Mhm, Non, en novembre dernier, pardon, en c'est 2020. ça. Pourquoi tu as pris ce virage? Donc, en fait, j'avais monté donc une association déjà à l'époque, en 2005, qui s'appelle Solidamoun. Donc, c'est la contraction de solidarité et Tadamoun en arabe, qui veut dire solidarité. Et, donc, à l'époque, on aidait donc des agriculteurs de la province de Figuig, la région dans laquelle je suis originaire, sur les questions agricoles. On avait monté un centre de formation agricole, on a fait une pépinière dans le désert. Il y a même un film qui a été fait sur notre association qui s'appelle La pépinière du désert, qui est passé sur Arte, sur Al Jazeera, sur 2M. On a fait la tournée des cinémas indépendants avec ce film pour sensibiliser sur les questions justement de développement durable déjà en 2009, des questions de solidarité, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose depuis 2005, hein, que j'ai dans le sang, on va dire, le milieu associatif, le co-développement, etc. Et là, l'idée, j'ai voulu vraiment associer l'expertise qu'on a pu développer et les solutions techno, comme je t'avais dit tout à l'heure, à cette façon de faire un peu solidaire. Et donc pouvoir concilier les deux, l'associatif et l'entrepreneuriat. Donc le meilleur compromis, c'était vraiment de créer donc la structure, transformer la structure en économie sociale et solidaire. Ok. Donc, tu t'es déjà investi associativement, en fait. Je comprends un peu mieux. Ok. Exact. Et quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est l'ONG MiPay ou MiPay, je ne sais pas comment ça se prononce. Mi-paille. Euh, MiPay. Est-ce que tu pourrais nous la présenter et nous dire ton Oui, rôle dedans? Ouais. très bien. Du coup, donc c'est une ONG, donc l'ONG Mi-paille, c'est une ONG qui travaille sur les questions de sensibilisation en lien avec l'environnement et le développement durable. Donc c'est une ONG, alors je ne l'ai pas fondée, je les ai rencontrés lors de la COP 22 au Maroc en 2016. Alors j'étais moi-même visiteur de cette COP et j'avais rencontré les équipes et, qui venaient d'arriver de Paris, qui arrivent à Marrakech avec des Tesla, des voitures Tesla électriques, avec une torche, une espèce de torche un peu à l'image de la flamme olympique, qui est le symbole des Jeux olympiques. Ils avaient pour ambition de créer cette torche Lightus, ça s'appelle donc Lightus Éclaire-nous, qui serait donc le symbole du développement durable et des COP. Et là, il m'expliquait justement que l'année prochaine, il souhaite partir en Allemagne, à Bonn, pour la COP 23, mais avec une torche photovoltaïque, connectée, intelligente, etc. Et du coup, le projet m'a vraiment plu, donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et donc, on a vraiment créé un noyau, on a développé cette fameuse torche, photovoltaïque, connectée, intelligente. Tu lui poses des questions en lien avec l'environnement, elle va te répondre. Et, euh, et donc, on a fini par faire l'ouverture officielle de la COP 23, en présence de M. Mezouar, qui était le président de la COP 22 marocaine. C'était en Et 2017, ça? c'était en 2017. Et puis de l'ambassadeur fidjien à l'Union européenne, qui était le représentant de la COP fidjienne, donc, qui se passait en Allemagne à l'époque, au siège de l'UNFCCC. Et donc, on a fait l'ouverture officielle
de la COP avec cette fameuse torche qu'on venait de créer. Et on a fait un rallye justement pour acheminer la torche du Maroc, donc de Marrakech jusqu'à Beaune. On est parti avec 20 voitures Tesla. On a fait des événements politiques, institutionnels sur toute la route, donc à Marrakech au départ avec le maire de Marrakech. On a fait à Rabat avec des ministres, à Tanger avec le port de Tanger. On a fait à Barcelone au siège de l'Union pour la Méditerranée avec Fatah El Sejil Massi, qui était à l'époque secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Et en fait, le M de MIPAI, avant ça, signifiait Moroccan. Et à l'issue de cet événement à Barcelone, au siège de l'Union pour la Méditerranée, le M est devenu Méditerranéen. Et donc, en définitive, ça a un petit peu marqué le pas sur notre emprise, on va dire, méditerranéenne plutôt que marocaine, pour sensibiliser les jeunes au climat et au développement durable. Donc, on a fait d'autres événements politiques en Espagne, en Belgique, et puis comment dire, la COP, l'ouverture de la COP en Allemagne. Et l'année Mhm. d'après, on est parti en Pologne. Mais par contre, on n'a pas fait comme on avait pour habitude de faire, donc le pays de l'année précédente vers le pays de l'année en cours, mais on est parti de Monaco. Parce que durant la COP en Allemagne, on avait rencontré le prince Albert de Monaco. On lui avait un peu expliqué pardon, le concept un peu de nos événements et de notre projet. Et il nous Ok. a dit que l'année d'après, on n'allait pas partir de Beaune, comme on lui avait dit, mais de Monaco. Et depuis cette année-là, on part tous les ans de Monaco, au Palais Princier, avec un événement avec le prince Albert. Et donc là, pour la COP24, on est parti en Allemagne depuis Monaco. Et puis la COP25 qui devait avoir lieu au Chili, qui a finalement été délocalisée en Espagne. Donc, on est parti, pareil, de Monaco aussi. Ok. Vous voyez l'impact qu'a enfin, l'ONG dans laquelle tu t'investis. Vous voyez Bien l'impact sûr, bien concrètement? sûr. Mhm. Bien sûr. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que durant les rallyes, donc on fait des événements avec des personnalités politiques, institutionnelles, mais aussi dans les écoles. On fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Donc, on arrive avec les voitures Tesla, les voitures électriques, donc pour sensibiliser un petit peu sur les questions de mobilité. Et surtout, on fait des sessions dans les classes avec différents groupes pour sensibiliser vraiment toutes les questions de développement durable. Donc là, vraiment, on voit un gros impact sur nos actions. Et Mhm. après, surtout, le fait d'avoir comment dire, cette torche, ça nous permet aussi d'avoir un outil de communication, d'avoir un Mhm. point d'accroche. Aujourd'hui, nos événements aussi, comme je disais, la torche, tu lui poses des questions, elle te répond, des questions en lien avec l'environnement. Et ça permet vraiment de rendre un peu plus glamour, on va dire, les questions de développement durable, aujourd'hui, qui ont souvent une vision de quelque chose de contraignant, sur lesquels, oui, il faut trier, oui, il faut arrêter de prendre sa voiture, etc. Et là, aujourd'hui, à travers cet outil un peu ludique, un peu pédagogique, ça permet vraiment de changer de vision et de voir qu'en fait, que l'environnement, en plus d'être une nécessité, le respect de l'environnement, le respect du climat, ça peut être aussi quelque chose sur lequel on peut en faire son travail et sur lesquels il y a des choses à faire. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, et aussi bien à petite échelle qu'à grande échelle. Donc, et ça, Ok. vraiment, on s'en rend bien compte en discutant avec les jeunes. On voit qu'il y a des jeunes qui sont loin, 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 très, très loin de tout ça. Et en définitive, avec cet objet d'accroche, qui est la torche, on arrive à les ramener vers ces questions-là et à les intéresser à ces questions-là. Après, donc là, ces 2 dernières années, donc avec à cause du Covid, on a un petit peu mis frein, levé le pied on va dire les évolutions de la torche et sur les événements, parce que la situation sanitaire ne le permet pas. Par contre, on en a profité pour développer le réseau Afrique. Donc, on a monté MiPay au Burkina Faso, on est en train de le monter au Mali et en Côte d'Ivoire, et Ok. bientôt à venir au Sénégal. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est étendre plus, comme je te disais au début, on était plutôt focus Maroc. On a fini par s'étendre sur la Méditerranée. Maintenant, on est vraiment euro-méditerranéen et africain. Et là, typiquement, c'est là qu'on voit qu'il y a encore un plus gros impact. C'est que moi qui veux beaucoup en Afrique de l'Ouest, du part de mon activité professionnelle, je me rends compte qu'en discutant beaucoup avec des gens,
des décisionnaires, avec vraiment des gens qui ont vraiment un pouvoir de décision, que ce soit des Européens ou des Africains, qui a souvent une décorrélation entre la réalité du terrain et ce qui est proposé. Et ça, je te donne un exemple tout simple. Une fois, j'ai discuté avec un gars. euh, je lui montrais un petit peu, on était au restaurant, je lui montrais un petit peu des photos de Dakar. Et on était au Mali à ce moment-là. Et le gars, je commence à lui montrer des photos de Dakar et il voit des routes, enfin, il n'y a pas de route, des pistes dans Dakar. Et il me dit, mais là, t'es en brousse. Je dis, non, non, je suis dans Dakar, quartier HLM, etc. Je dis, mais depuis quand il y a des pistes à Dakar? Je dis, mais comment ça? Dakar, c'est goudronné, il y a des trottoirs, il y a du bitume, il y a du béton. Je dis, non, non, ça, c'est qu'au centre-ville, mais ailleurs, 80%, 90% de Dakar, c'est comme les photos que je te montre. Et ce gars-là, il était en charge des questions de développement sur l'Afrique de l'Ouest. Mais la problématique qu'il y a, c'est que ce gars-là, quand il va au Sénégal, il quitte l'aéroport, il y a son chauffeur qui l'emmène à l'hôtel Pullman à 300 euros la nuit, et sur la route, il voit que du béton. Parce qu'il quitte l'autoroute, il rentre dans Dakar par les grosses artères, il arrive au Pullman qui est dans un beau quartier. Par contre, les problématiques de développement, les problématiques d'infrastructure, d'enclavement de certains quartiers, l'eau potable, les coupures d'électricité, ça, il ne connaît pas parce qu'il y a un gros groupe électrogène derrière le Pullman de Dakar. Dès qu'il y a une coupure d'électricité, bah, il y a le groupe qui prend le relais, on n'y voit que du feu. Et ça, aujourd'hui, je peux te donner comme ça des exemples, mais plein, plein, plein d'exemples. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas citer les personnes, mais je me suis retrouvé avec des gens d'une région, d'un pays africain, où on est parti faire une visite. Donc, ils me promenaient, entre guillemets, dans différentes localités. On est parti faire une visite dans une exploitation rizicole, dans le cadre des activités là, de agritech. Et, euh, et du coup, le chef du village nous invite à manger, les femmes du village avaient préparé à manger, le midi. Et les gens de la région ne voulaient pas manger là-bas, parce qu'ils avaient peur pour leur estomac. Des gens qui habitent à 50 kilomètres de là, des gens du pays, à 50 kilomètres de là, avaient peur de manger au village parce qu'ils avaient peur pour leur transit intestinal. Alors, quand tu vois ça, tu te rends compte qu'il y a vraiment une décorrélation même des gens qui sont censés travailler pour la région avec qui sont complètement décorrélés de la situation vraiment des gens parce qu'ils vont pas les voir. Ou s'ils vont les voir, c'est dans le cadre d'une visite aseptisée sur laquelle ils vont faire un tour, prendre des photos, puis rentrer dans leur bureau climatisé. Alors quand tu vois Ouais. que ces gens ne veulent même pas manger la nourriture du village pour peur, en ayant peur d'avoir mal au ventre, bah, finalement j'ai fini par les piquer et on en finit par s'éclater la panse avec la bonne nourriture qui nous a été proposée. Mais voilà, donc ça, si tu veux, ça c'est un constat qui est en Afrique. Et aujourd'hui, avec le développement de MiPay sur le continent africain, nous ce qu'on veut, c'est un peu faire un pied de nez à tous ces bureaux d'études à New York, Paris, Londres, qui vont faire des grands rapports en expliquant que le Covid va décimer l'Afrique, en faisant des grands rapports en expliquant que le drame de l'Afrique, c'est 7 enfants par femme, etc., etc. C'est des choses qui sont complètement décorrélées de la réalité et des intérêts des Africains eux-mêmes. Bah, l'objectif, c'est vraiment comment dire, d'être au plus près du terrain avec des jeunes, donc des jeunes engagés dans le climat, dans la question environnementale, etc. Développer une propre expertise localement, faire de la sensibilisation localement, et à partir de là, pouvoir monter un carnet de doléances et le ramener aux plus hautes instances de l'UNFCCC, la branche climat de l'ONU, auquel on a accès à travers nos activités MIPAI, et proposer vraiment des solutions concrètes pour résoudre des solutions environnementales et climat. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, il y a le plus grand tueur en Afrique, c'est le paludisme. Le paludisme qui est vecteur, qui est transmis par les moustiques. Aujourd'hui, si je te dis qu'il y a un lien direct entre le déchet plastique et le paludisme, tu vas passer 24 heures à réfléchir, tu ne vas pas trouver le lien. En fait, le Mm. lien, c'est lequel? Le lien, c'est quand tu es à Bamako, à Ouagadougou ou à Abidjan, quand tu prends un sac plastique, tu le jettes par terre, il va finir par obstruer les évacuations d'eau de pluie ou d'égout. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau stagnante. L'eau stagnante qui va être propice au développement des larves Ouais. de moustiques et qui va Mm. permettre la prolifération des moustiques qui sont vecteurs du paludisme. Donc aujourd'hui, quand tu arrives dans des villages, quand tu arrives dans des quartiers à Bamako ou à Ouagadougou et que tu expliques ça, bah, crois-moi qu'après les gens réfléchissent à deux fois avant de jeter un sac plastique par terre parce qu'ils vont se Ouais. dire que peut-être qu'à cause de ce sac plastique, mon gamin il aura le paludisme. Bah, tu vois ça, tu peux aller chercher dans tous les rapports
fait par tous les bureaux d'études de toute la Terre, ils vont jamais t'expliquer. Bah, ça, c'est avec une expertise locale, en discutant avec les gens localement, avec des experts locaux, qu'on arrive à avoir ce niveau Ce genre d'expertise de et choses, vraiment. vous le présentez du coup dans les COP, vous présentez ce Exactement, genre de solutions. exactement, Et vous devez rigoler un petit peu par rapport à certaines solutions qui sont proposées, peut-être qui sont un peu décorrélées, comme tu dis, de la réalité. c'est ça. Encore un autre exemple, tu vois les smart cities, les fameuses smart cities dont on entend parler. Il y a beaucoup de smart cities qui se font en Afrique. Je vais donner un exemple. Tu as une ville qui s'appelle Tamesna, à quelques encablures de Rabat. C'était une de ces fameuses smart cities, nouvelle ville, tu appelles ça comme tu veux. Euh, c'est une prison. Aujourd'hui, ils ont voulu faire un peu comme il y a en région parisienne, à Marne-la-Vallée, où tu vas avoir plein de petites villes qui ont poussé comme des champignons, où c'est des villes dortoirs, des petits villages, des petits villages pavillonnaires, etc., où les gens vont travailler en ville, vont prendre la voiture pour faire leurs courses au carrefour, au grand carrefour qui est à côté, après prendre la voiture pour rentrer chez eux dans leur pavillon où il y a à peine, il y a juste, tout juste une boulangerie dans le village. Ça, c'est quelque chose qui marche bien parce que les gens sont véhiculés, parce qu'il y a des transports, parce que. Ils ont voulu faire la même chose dans cette ville de Tamesna, par exemple, je pense peut-être une dizaine, quinzaine de kilomètres de Rabat. Et il y a beaucoup de fonctionnaires de l'État qui sont domiciliés là-bas. Il y a aussi beaucoup de gens des bidonvilles qui ont été logés là-bas, dans des tours HLM là-bas. Et Mmh. aujourd'hui, c'est une ville qui a été faite un peu sur ce modèle des nouvelles villes qu'on a en France, en région parisienne par exemple. Mais les gens, typiquement, ils sont coincés là-bas. Il n'y a pas de transport pour aller bosser à Rabat. Oui, Il y a des écoles, il y a tout juste des commerces. Donc, c'est vraiment même les gens des ministères, et ils ont commencé à s'installer. Euh, eux, ils ont la voiture, mais dès que les enfants commencent à grandir et ils doivent aller à l'université ou ils doivent aller au lycée, bah, là, ils se rebattent comment on fait comment ils font pour aller à l'université maintenant à Rabat. si tu n'as pas de train ou de transport en commun, c'est pas Voilà, il y a les grands possible. taxis, mais c'est hypothétique, c'est compliqué, etc. Et Mmh. c'est très, très contraignant. C'est très, très contraignant. Donc, après, ça pousse justement aux questions de mobilité, etc. Et donc, voilà, du coup, et là, pareil, dans la même lignée, il y a Diamniadio, une ville au Sénégal, qui est en train d'être créée pour enlever tous les ministères de Dakar et les mettre là-bas. Parce que ça devient infernal d'aller à Dakar. Et par contre, les Dakarois vont rester dans la même problématique. Mmh. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques urbaines, etc., sur lesquelles il y a des fois un manque d'expertise des autorités locales, des fois, et pas toujours, heureusement. Et surtout, des fois, il y a les bailleurs qui, eux, ont un schéma en tête et vont dire non, non, il faut faire ça. Nous, notre bureau d'études, il a dit qu'il faut faire ça. Mais votre bureau d'études, il connaît quoi de la réalité? Il est venu 3 fois à Dakar et il va nous expliquer qu'il faut faire ça et ça. Alors que nous, on sait qu'il faut faire ça. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui coince. Il y Mmh. a, et voilà, là, je te donne l'exemple de l'urbanisme, etc. Mais il y a plein, 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 plein d'autres exemples. D'accord. Bon, bah, c'est très bien ce que vous faites alors, d'essayer de ramener des solutions concrètes, en fait, proches du terrain, comme vous dites, et je pense que, voilà, félicitations pour ce que vous faites, hein, c'est vraiment super. Euh, Maintenant, ce que je voulais poser comme question, c'est, on arrive un peu à la fin de l'interview. Mhm. Euh, tu fais pas mal de choses, en fait. Tu t'investis dans plein d'activités, beaucoup de R&D, le ferroviaire, l'énergie, l'ONG. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour organiser tes journées? Est-ce que tu as des choses qui te permettent de tenir? C'est compliqué, non? Ouais, je te mentirais si je te disais que c'était pas compliqué. Ça demande aussi des sacrifices. Il y a donc voilà, la famille, forcément, tu la vois moins souvent. Mhm. J'ai la chance d'avoir une femme très, très compréhensive et qui me soutient dans les projets. Et après, effectivement, c'est de l'organisation, il faut savoir déléguer, chose que j'ai pas su toujours faire et que j'essaie de faire de plus en plus. Et donc après, ça va. Et grâce à Dieu, j'ai quand même des équipes qui sont très, très bonnes, qui sont très, très fidèles, très compétentes, très impliquées. Et donc, ça me permet de me reposer beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Ouais. Et je pense même que je ne me repose pas assez dessus. Je devrais me reposer encore un peu plus dessus. Mais voilà, après, il y a toujours les contraintes entre la théorie et la pratique. Ça va être les finances, ça va être les petits tracas, on va dire, des fois les gros tracas de la vie quotidienne d'un entrepreneur, mais c'est jonché de problèmes. Donc, c'est des Mhm. choses qu'il faut gérer en urgence, etc. Mais bon, non, je te mentirais si je te disais que c'était facile, c'est très très compliqué. Là aujourd'hui, je suis sur une stratégie sur laquelle j'investis beaucoup.
Moi, par exemple, je me paye très peu pour pouvoir investir beaucoup, pour pouvoir valoriser au mieux les solutions et pouvoir être le plus autonome derrière, plutôt Oui, que dès le départ faire une grosse levée de fonds et pas avoir la main sur mes projets. Et que le jour où je dis bah, je vais aller bosser avec des Maliens dans un village, on me dire bah, non, non, il n'y a pas d'argent, on va pas aller là-bas, on va aller là-bas. oui, Voilà, c'est toujours un peu. Voilà. C'est vraiment de l'autonomie. voilà, c'est l'autonomie qui guide vraiment mes pas. Et c'est pouvoir aller là où je veux, quand je veux, où je veux, et, et pouvoir construire, et puis après voilà, Hmm. et développer. Ouais. Est-ce que tu as des routines, que ce soit des routines spirituelles, des routines d'organisation que tu gardes, que tu maintiens régulièrement ou tous les jours, qui permettent soit de t'entretenir ou même de progresser? Ben, disons qu'il y a, d'un point de vue spirituel, il y a s'en remettre à Dieu. Moi, je suis quelqu'un, c'est ce qui fait que je stresse pas, mais vraiment pas. Je peux, des fois, enfin, des fois, il m'arrive des choses où j'ai mes propres gars qui endorment pas, et moi je dors. Et c'est pas que je suis détaché, c'est pas que je m'en fous, c'est que, c'est que je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu, c'est vraiment, je me remets à Dieu. Et ma mère, elle m'a toujours dit, à partir du moment où où tu fais les choses avec une bonne intention, Dieu va te faciliter les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, faire les choses avec une bonne intention. Et je me dis que la solution, elle va arriver à un moment donné ou à un autre quand je suis confronté à un problème. Et ça me permet déjà une grande, grande chose, c'est d'être serein. Parce que quand Hmm. tu es confronté à des problématiques et que tu n'es pas serein, tu ne peux pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment une grande part, c'est vraiment le fait, c'est un mindset, se remettre à Dieu, être serein, être confiance aussi, peut-être lié aussi à mon tempérament plutôt calme, etc. Ça, c'est une première des choses, vraiment sur le volet spirituel. Après, sur le volet organisationnel, bah, le matin, je me lève, quoi. Tu ne me verras jamais faire une grasse matinée en pleine semaine jusqu'à 10h, 11h. Ça, c'est une routine dès le départ sur laquelle je me suis astreint. Parce que tu n'as pas de patron, ton propre patron, c'est toi. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne bosses pas. Si tu ne bosses pas, tu n'as pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas développer. Donc, Hmm. bah, tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin. Et puis après, voilà, c'est essayer d'avoir. Alors, j'ai pas toujours été je suis pas un très bon, comme un très bon technicien de l'organisation. Je suis un peu bordélique comme garçon, etc. Mais j'arrive à me retrouver dans mon bazar. Mais quand même, on va dire que je fais des efforts, je m'améliore de plus en plus. Maintenant, je tiens des tableaux de bord, etc., des choses que je ne faisais pas avant. Et Ok, donc voilà. Après, la formation. Toujours la formation. Là, j'ai eu la chance d'être incubé là, l'an dernier par des programmes au Maroc d'accélération. Ça ok, m'a permis d'apprendre énormément de choses, vraiment monter un pas sur comment monter un business plan dans le détail, la partie qualitative, la partie quantitative, faire comment dire, des tableaux de bord prévisionnels, des choses que je ne faisais pas avant. Et maintenant que je fais, des tableaux de bord que je tiens de manière régulière et qui me permet de voir où je vais. ouais, ouais, d'accord, très bien. Et les tableaux de bord, c'est des trucs, c'est des choses quotidiennes que tu fais, tu remets à jour tes objectifs quotidiennement ou bien pour la semaine, Non, quotidiennement, non, tous les mois. Tous les mois, tous parce les que mois. tous les mois, c'est bien. Le quotidiennement, j'ai pas le temps. Pas le temps pour Ouais, ça, même si je suis en train de recruter un responsable administratif et financier pour qu'il le fasse. Mais non, pour l'instant, je le fais moi-même mais non, je le fais tous les mois. ok. Tu as des recommandations de livres, de documentaires, de références qui t'ont particulièrement marqué? Un livre, un docu, un article, ça peut être n'importe quoi. Non, j'ai pas vraiment spécifiquement de références comme ça. Je me documente beaucoup sur Internet. Ouais, Moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien avoir l'information en discutant avec des gens, des sachants. ouais, Donc, je pose des questions, c'est d'où l'importance du réseau. ouais. Euh, L'importance du réseau, bah, savoir se faire entourer de bonnes personnes. Et Mhm. moi, je suis beaucoup dans le concret, je suis pas quelqu'un de la théorie. D'accord. D'ailleurs, ça s'est beaucoup ressenti quand j'avais des 4 et des 5 au collège en maths. Et quand je disais que je voulais être ingénieur, on me disait, tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas ingénieur, va faire plutôt un BEP électrotech. Et par contre, en école d'ingénieur, j'avais 15 ans en mathématiques parce que c'était pas des AX plus B que je faisais comme je faisais au Mhm. collège où c'était un peu nouveau, etc. C'était vraiment des applications mathématiques à des problématiques physiques. Donc c'est vraiment, je suis quelqu'un vraiment j'ai besoin de toucher pour comprendre. Ok.
Trop bien. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis pas quelqu'un qui va. Je suis pas un exemple à prendre dans ce cas de figure-là. Je lis pas beaucoup de livres, je lis pas. Enfin, je lis des articles, beaucoup d'articles hein, de presse spécialisée, finance, etc. Mais je Ouais, ne vais pas lire de livres, etc. Les documentaires, je regarde un petit peu. Mais moi, je parle avec les gens, les sachants, je prends des notes, je pose des questions et je complète après en regardant un peu sur Internet. C'est un peu ma ok. façon de faire à moi. Tout le monde ne va pas être câblé comme ça. Les gens vont être câblés plus sur de la théorie, vont avoir besoin de se nourrir de théorie pour pouvoir développer leur expertise. Moi, je suis plus quelqu'un du terrain, quoi. J'ai besoin d'avoir les deux pieds sur le sol, quoi. D'accord, d'accord. Bah, écoute, on a terminé. Comment, si quelqu'un soit te suivre ou bien qu'il aimerait te poser une question ou te contacter, comment il veut faire? Bah, je pense que la meilleure des façons, c'est sur LinkedIn. Mhm. Mounir Jamaï, Mounirjamai, sur LinkedIn. Et, je suis assez présent, enfin assez présent, je suis régulièrement LinkedIn. Et, donc voilà, dessus, je pense que c'est la meilleure des façons de me contacter. C'est comme ça que tu avais contacté. Ça a très bien marché. Et Euh, le réseau, encore une fois, c'est comme ça que ouais, LinkedIn qui est un outil très très puissant. très bien. Bah, écoute, Mounir, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. C'était vraiment hyper enrichissant. Et Merci à c'est toi. aussi super impressionnant. Enfin, tu es hyper investi. Ça motive vraiment à faire des choses, à tenter des choses et à s'investir. Et ça montre que, voilà, que tout est possible et qu'en s'organisant bien et en allant sur le terrain, et on peut faire des choses, même en Afrique. Parfois, on dit qu'en Afrique, c'est plus compliqué. Certes, ça peut l'être parfois, mais toi, tu nous prouves bien qu'il est possible de faire des choses hyper intéressantes sur place. Et voilà, je te remercie pour ce partage. Merci à toi. Je te souhaite un bon week-end, Monir, et j'espère à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci encore. Salam alaikum. Comme salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.